Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, présent comme chaque lundi pour cette émission qui jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Alors peut-être connaissez-vous la devise de la maison, Simul et Singulis, devise que l'on pourrait traduire par être ensemble et être soi-même. Et bien ce soir, tel est exactement notre sujet. À mes côtés, trois sociétaires depuis plus ou moins longtemps, tous trois qui se confrontent, comme d'autres de la troupe, au seul en scène, au Singulis. Les Singulis permettent, au milieu de l'intense principe de l'alternance qui régit cette ruche, une pause, une étape. Le texte est choisi par le comédien et même souvent mis en scène par lui-même. Ici, le comédien endosse toute la responsabilité du spectacle donné généralement au Studio Théâtre sous la pyramide du Louvre, juste en face. Pour le spectateur, c'est aussi un moment privilégié, exceptionnel, intime, chambre d'écho à nos questions, à nos sensibilités. Alors bonsoir à tous les trois, Françoise Gillard, bonsoir Didier Sandre et bonsoir Pierre-Louis Calix. Simul et Singulis, je le disais, vous êtes ici d'ailleurs tous les trois, à la fois ensemble et puis vous-même évidemment. Merci de partager avec les téléspectateurs ces expériences particulières, j'imagine, dans votre vie de comédien, dans votre quotidien ici à la Comédie Française, ces Singulis. Est-ce que ce sont des exercices où on est plus que jamais soi-même? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on a un peu tous les cas de figure là autour de la table. On a des acteurs qui jouent des textes d'autres, écrits par d'autres, comme toi, qui est mise en scène par Denis Podalides. Donc il s'agit de l'événement, Annie Ernaux. Paul Claudel. Et c'est toi qui mets en scène? C'est moi, oui. Là. La messe là-bas. Oui, la messe là-bas. Et toi, un texte que tu as écrit? Et moi, c'est un texte que j'ai écrit. Et que je joue, mais le texte précédent, je m'étais déjà confronté à l'exercice, c'était un texte de Christine Montalbetti. Donc c'est le texte d'un autre. Oui, la question, est-ce qu'on est réellement soi-même? C'est-à-dire le fait de choisir ce texte n'est pas un hasard. Vous êtes sans cesse distribués dans des rôles divers et variés, avec évidemment sans doute des appétits pour les uns pour les autres, des grandes rencontres avec des rôles évidemment. Mais là, le fait d'avoir cette forme-là déjà à nu, véritablement, seul, et dans des textes souvent choisis. C'est une manière de dire aussi, peut-être en creux, des choses sur soi. Oui. Didier. Oui, ce qu'il y a, c'est aussi qu'on a là trois périodes de création différentes. C'était François, c'était juste avant le Covid. Oui. Moi, c'était pendant le Covid. J'avais pas pensé et Pierre, c'était pendant le Molière. C'est-à-dire, en fait, on a à l'intérieur de cette expérience de Singulis, on a trois périodes très spécifiques par rapport au public et aussi par rapport au texte. Oui. Par rapport au texte aussi, je veux dire, moi, ce Claudel a correspondu à un moment de solitude et de tension qui était dû à l'isolement dans lequel on a été pendant le Covid. Et maintenant, 2 ans et demi après, je reprends le même texte et je me sens profondément changé par rapport à ce contexte qui a disparu. Disons, il y a comme une chape de plomb qui s'est déposée et je retrouve ce texte avec la même foi, la même ferveur, disons. Ne mélangeons pas tout, ferveur, mais dans une espèce de chose allégée, qui s'est beaucoup allégée, à ma grande surprise, parce que c'est vrai que je l'ai joué très peu et devant des personnes masquées et un siège sur 2, etc. Et qu'à l'insu de mon plein gré, je me rends compte à quel point ça avait influé sur la tension que pouvait avoir ce Singulis, ce seul en scène. Et alors du coup, il y a une sorte de travail pour épouser à nouveau cette enveloppe? Oui. Et vous savez, quand on reprend un spectacle 2 ans après, je suis plus tout à fait le même. Des choses sont passées, et donc j'ai été très surpris de voir que je n'avais plus envie de rentrer dans les marques de ce que j'avais fait exactement. La structure est la même, mais disons mon rapport au texte s'est considérablement allégé. Et je pense que
je pense que c'est un bien. Je pense que on gagne quelque chose. C'est d'ailleurs souvent le cas des reprises. Je veux dire, je pense que quand on reprend, il y a quelque chose qui se décante et qui fait que il y a moins de tension et qu'il y a un plus quoi dans les reprises. C'est intéressant ce que tu dis sur la question du temps qui nous nourrit, qui nous amène à un autre endroit. Moi, entre la création du spectacle et la reprise. Donc Molière Matériaux, il y aura eu créé en avril dernier, il y a un an. Oui, c'est ça. Il y aura eu une tournée donc où je suis sorti du cocon de la Comédie Française, parce qu'il faut bien reconnaître que le studio théâtre, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment un cocon. Moi, j'ai en plus une expérience de plusieurs années. Donc on a une histoire commune avec les spectateurs, une aventure commune, une mémoire commune pour bon nombre de spectateurs. Et quand on quitte ce cocon-là, d'un coup, il fait beaucoup plus froid. Mais on se dit, alors, peut-être que ça nous rassemble à l'endroit même de ce qui fait le spectacle, c'est-à-dire la fragilité du spectacle et le fait que quand on n'a pas de partenaire, notre partenaire, pour qui on parle, c'est bien les spectateurs. Et ce lien-là, tu parlais du Covid, un spectateur sur deux. Moi, j'ai pas connu ça, mais ce lien-là, j'ai découvert en tournée à quel point il était fragile. Il fallait le tisser et ne jamais le perdre, et que rien n'allait de soi. Et ça, je l'ai découvert en tournée. Et puis, il y a eu aussi, et le texte s'est modifié de la tournée. Et je l'ai édité aussi. Il a été édité il va sortir chez Actes Sud. Et ça aussi, la tournée l'a nourri. Et depuis qu'il est édité, ma mère m'a fait de nouvelles révélations en lisant le texte. Elle m'a dit, mais tu sais que ton grand-père, il a été ouvreur. Il a été ouvreur au théâtre de Nevers. Il accueillait les acteurs et il vendait des billets. Je lui dis, tu me dis ça maintenant? Vous allez voilà, peut-être qu'il y aura encore une modification. Non, mais c'est la question du temps, temps de création, du temps de reprise, qui fait qu'on n'est pas au même endroit. Ce que tu dis est très juste. Et vous, Françoise, justement, l'expérience de la tournée, ça c'est quelque chose que vous avez connu avec l'événement? Avec l'événement, pour revenir à votre première question, moi j'ai pas choisi Annie Ernaux. C'est vraiment venu de Denis Podalides qui a senti que c'était pour vous. Oui, il m'a dit cette autrice et toi, je sais pas, je voudrais t'entendre dire un texte de Annie Ernaux, je veux monter quelque chose avec toi, mais il savait pas partir de quel livre, parce que moi je parle pas d'une base théâtrale, on parle vraiment d'un roman, d'une écriture. Et la théâtralité de cette écriture est une vraie question en soi. Oui, mais il sentait que cette écriture-là pouvait se porter sur un plateau. Et un jour, j'en ai lu plusieurs, et un jour il m'a parlé d'événements, et je l'ai lu, et pour moi c'était évident que c'était celui-là, parce que le message qu'il véhiculait subitement m'a parlé. Et c'est vrai que moi, j'ai connu la tournée. Je suis aussi sortie du cocon du studio théâtre, puisque c'est souvent là qu'on les crée, les Singulis. Et moi, j'ai compris la nécessité avec un tel texte, puisqu'il parle de l'avortement qu'a subi Annie Ernaux dans les années 60, où l'avortement était interdit. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans des pays où l'avortement est interdit, que ce soit le Liban ou le Maroc. Et je voyais la portée que ça avait d'emmener ça aussi sur les routes. Parce que là, on est au-delà du théâtre, on est vraiment sur une transmission d'un message qui est au-delà du théâtre, qui est vraiment sociétal, si je puis dire. Une manière de s'engager. Oui. Et c'est pour ça que quand tu parlais qu'on est seul, c'est très vertigineux d'être seul sur un plateau. Je pense que c'est une expérience à vivre quand on est comédien au moins une fois, et en même temps, on a tellement besoin des autres quand on est passé par là. Moi, je me suis dit, je le referai jamais, parce qu'en fait, on saute dans le vide et on sait qu'on ne peut compter que sur soi et l'auteur, c'est-à-dire le texte qu'on porte. Et en même temps, s'il se passe quelque chose, on ne peut s'appuyer sur rien que soi-même. Donc, c'est assez vertigineux. On a peur du trou de mémoire, on a peur que quelque chose se passe pas bien. On sait qu'on va pas pouvoir se tourner vers quelqu'un. Ce qui peut nous arriver quand on est dans un spectacle, le copain, le partenaire va aider. Là, on est seul. Et puis même le rythme, c'est la question du temps. Il y a le temps de la gestation d'un projet, etc. Et puis il y a ce temps sur scène. Quand on est seul à impulser ce temps, même s'il y a des ponctuations musicales. Je pense par exemple à la messe là-bas, où il y a clairement, mais c'est vous, il y a un chapitrage, quoi. Mais je sais que la conscience de cette radicalité que peut représenter un seul en scène, c'est quand j'ai vu l'événement
de Françoise au studio, c'était la première fois que je voyais ce qu'était un singulis à l'intérieur de la Comédie Française. Et j'ai été bouleversé, bien sûr, par le texte, mais aussi par la radicalité de l'exercice. Et c'était effectivement vertigineux parce que c'était comme un funambulisme, comme un funambule sur un fil qui peut, on sent qu'on peut se casser la figure de façon rédhibitoire à chaque pas et qu'on est là dans une grande ferveur avec cette solitude et du coup la résonance, l'écho du texte est immense. Moi, j'ai pris ce texte vraiment dans une énorme, grande violence que je n'aurais pas ressentie si je l'avais lu. Bon, le texte est violent, l'écriture d'Annie Ernaux est incisive, etc. Mais le fait de voir Françoise toute seule assise sur une chaise dans un rayon de lumière, je trouvais que c'était un engagement extraordinaire pour une actrice. Et c'est drôle parce que vous disiez, Pierre-Louis, qu'on était peut-être plus que d'autres fois en lien avec le public et en même temps avoir par exemple des expériences comme l'événement Molière. On se dit aussi qu'on est peut-être plus que jamais avec le texte. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'être, j'allais dire, dans son texte, on a personne qui nous en sort, pour ainsi dire. Et donc, c'est une manière peut-être là aussi vertigineuse de s'abandonner. Oui. Et en même temps, on n'est pas tout seul. On a quand même un interlocuteur qui est le public. Et tout d'un coup, son écoute... Parce que moi, je parle toujours du triangle. Il y a le partenaire, le public et soi qui forment un triangle. Ici, il n'y en a pas. On est vraiment sur une ligne droite à deux avec l'entité du public. Et c'est vrai que je trouve que c'est très intime et c'est pour ça que moi, chaque fois que j'ai vu mes camarades, que ce soit Pierre, Didier, ça me bouleverse toujours le singulis. Parce que je crois que ça crée chez le spectateur un moment d'intimité avec un acteur. Et en plus, il se livre à un endroit d'intimité qui est souvent extrêmement bouleversant. Il y a l'aveu de quelque chose. Je trouve, dans cet exercice, il y a un aveu d'une chose qu'on ne peut pas trouver dans un rôle, qu'on ne peut pas trouver dans une mise en scène, qu'on ne peut pas trouver chez un auteur imposé par la programmation. Il y a un aveu un peu différent qui est proposé à l'administrateur général, qui lui l'avalise ou pas. Et voilà. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même une forme de portrait en creux. Quand Elsa disait Delphine de Vigan, c'était pareil. C'est vraiment des moments d'une rare intensité. Donc pour ça, je pense qu'ils sont très précieux. Peut-être pour donner quelques clés à ceux qui nous regardent, quand même sur chacun de ces 3 projets. Donc l'événement n'est pas à l'affiche là, il sera repris la saison prochaine. Je crois. Il va bouger un peu. Il a été beaucoup donné en tournée. Et même cette année, une date au Théâtre Antoine. C'est ça. Oui, il y a une date un peu exclusive. Mais normalement, il devait être pris pendant le Covid, pendant 3 semaines au studio. Et le Covid, malheureusement, l'a empêché. Mais j'ai eu cette chance de pouvoir le reprendre. C'était un peu vertigineux aussi, parce que je ne l'avais pas joué depuis 3 ans. Mais en même temps, c'est des textes où on se dit, allez, c'est de la folie. Parce que c'est pas remettre en activité un texte qu'on a quelque part à l'intérieur de nous en mémoire, parce que souvent moi je ne me souviens plus d'un mot. Il suffit d'aller rouvrir la petite boîte et le texte revient. C'est aussi tout un contexte, remettre dans un état par rapport à une œuvre. Donc c'est un sacré travail, mais on se dit que ça le vaut bien. Oui. Alors ce texte-là, quand même, on parlait très très vite de la théâtralité qui n'est pas à la base de ce texte. Ça, c'est un sacré travail que vous avez fait avec Denis Podalides. Oui, c'est-à-dire que très vite, chacun dans son coin, on avait pris le roman et on avait fait une sorte de montage. Et puis après, on s'est vus pour en parler et on avait isolé quasiment les mêmes choses. C'est-à-dire que nous, on voulait vraiment rester sur le récit de ce qui arrive à cette jeune femme et pas faire des flashbacks sur le moment où elle écrit le livre et pourquoi elle l'écrit. Donc, on était sur une immédiateté. Donc déjà ça, on a fait ce montage qu'on a soumis à Annie et qui nous a dit « Oh oui, bien sûr, c'est très bien, allez-y ». C'est-à-dire, on part d'un roman, donc c'est une écriture littéraire, mais en même temps, c'est l'écriture de Annie Ernaux qui a
un tel style. Il y a une musicalité qui est proche du théâtre. Il suffit de respecter sa ponctuation comme un chef d'orchestre respecterait les notes ou la partition. Oui. Mais je pense qu'au même titre que Claudel, qui est aussi un auteur magnifique, qui écrit extrêmement bien, qui est très complexe, ou même l'écriture de Pierre par rapport à son montage, chaque écriture qu'on endosse finalement, c'est une musique. C'est une musique, oui. Ouais. Ah, c'est la musique de Claudel, c'est une sacrée musique. Cette musique du verset, cette musique ici qui est rimée. Et qui n'a pas bonne réputation. Il faut quand même le dire, parce que mes camarades ont tourné en province et à l'étranger. Nous, on a essayé, personne n'en a voulu. Je veux dire, la messe là-bas, plus Claudel, invendable. Donc, intournable. Donc, voilà, moi, ce qui m'a amené au théâtre, c'est pas le théâtre. Je veux dire, j'ai vécu en tant qu'enfant et adolescent le théâtre comme avec un ennui profond et aucune envie de faire du théâtre. Jusqu'à ce que j'ai découvert dans l'adolescence et dans la solitude de l'adolescence la poésie, qui m'a aidé à vivre et qui m'a aidé à voilà, trouver mon chemin. Et quand dans le théâtre, j'ai pu rencontrer Claudel assez tôt, parce que j'ai joué Louis Lenne, j'avais 20 ans, ça ne m'a pas quitté. J'ai trouvé un auteur qui était à la fois le théâtre et la langue. Et mes années d'acteur n'ont fait qu'accentuer ce goût pour la langue, que ce soit celle de Molière, de Racine, de Claudel, de Shakespeare et d'auteurs contemporains, d'Annie Ernaux, etc. La langue aussi parce que j'ai fait pas mal de musique et que j'ai eu envie à un moment donné de ma vie d'être musicien. Je pense que la sonorité, la musicalité de la langue m'interpelle beaucoup, m'intéresse beaucoup à travailler, autant que le sens. Et évidemment, avec Claudel, je suis servi, mais ce n'est pas un texte ni théâtre, c'est pas un texte théâtral en fait. Oui. C'est un texte de l'intime, c'est un texte d'un aveu aussi. C'est un aveu qu'il a fait à travers cette forme liturgique, disons, mais où il ne parle pas uniquement de Dieu, de liturgie et de son rapport à la foi. Il parle beaucoup de Rimbaud, beaucoup de sa conversion. C'est une espèce de mi-temps de sa vie où il reconvoque un peu tous ses fondamentaux, sa famille, cette rencontre sur le bateau avec Isée, enfin avec Rosalie Vetch, etc., très importante évidemment. Et c'est pendant la guerre de 14, donc il est en exil, donc il a été en exil quasiment toute sa vie d'ailleurs, y compris dans sa famille. Mais ça fait partie de ses grands thèmes, ça, l'exil, la fuite, la mer. Voilà. C'est toujours... Et je dois dire que ce sont des thèmes, moi, qui me parlent beaucoup, qui ont un écho profond en moi. Oui. Voilà. Et ce texte, c'est vrai, on parle de texte, là, il y a une forme de texture, de matière. Tout à fait. Quand vous nous disiez que vous y reveniez 2 ans après, vous faites Molière matériau, il y a aussi, d'une certaine façon sans doute, le matériau de cette langue. C'est une manière, petit à petit, on parle de l'écriture incisive d'Annie Ernaux, au burin ou à la brosse plus douce, selon les années, selon les humeurs, selon les auteurs, de travailler cette matière. Oui, ce qui n'est pas toujours le cas quand on joue des auteurs de répertoire, etc. Ce travail sur la langue n'est pas forcément premier au théâtre. Et bon, comme il est dit là, au commencement était le verbe. Et moi, c'est une profession de foi théâtrale, pas religieuse, mais théâtrale. C'est Saint-Jean que vous vous appropriez. Oui, mais pour le théâtre, pas forcément pour le... Mais chez Annie Ernaux aussi, au commencement était le verbe. Oui. Très clairement. Chez Pierre aussi. Et donc Pierre, c'est encore une autre histoire. Moi, je ne suis pas arrivé avec un auteur. Moi, c'est Eric qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, il y a un Singulis, ce serait bien que tu en fasses un. Ça tenait aussi à ma position dans la maison, à mon passif médical, mon passé, mais aussi un passif. Donc une fragilité comme ça qui m'avait éloigné un peu des plateaux. Et je lui avais dit, voilà, j'en souffre un peu. Et donc il
il m'a tendu la main, il m'a dit, voilà, ce singulis, c'est l'année Molière, voilà, il faut... Et après, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de Molière? Molière, c'était pas votre favori? Non, mais c'est pas que je peux pas, c'est pas ça, c'est pas que c'est pas mon favori, c'est que Molière, c'est un homme de troupe. C'est un auteur qui écrit pour une troupe. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? Ça aurait été pour moi, le rendre un hommage assez terrible à Molière que de faire des monologues. Pour moi, c'était un peu triste et c'était pas vraiment lui rendre hommage. Donc, en fait, j'ai plongé dans toute la littérature autour de Molière et Dieu sait s'il y en a. Une vie ne suffirait pas à lire tous les documents autour de Molière. Et de manière totalement chaotique, j'en suis venu à me dire, bon alors est-ce que je fais un montage? Et puis non, parce que je me disais, mais non, il faut que je parle. Parce que je me rendais compte que quand je lisais les biographies, je me disais, mais je vais pas recopier les biographies. Et en même temps, il y avait il y avait des lignes qui prenaient. Mais voilà, ce que je me rendais compte, c'est que en visitant la biographie de Molière, je revisitais ma propre biographie. C'est-à-dire que d'interroger la mémoire de Molière, m'interroger, comme toi tu dis ton éveil au théâtre sur Claudel, m'est revenu la première fois que j'ai dit du théâtre, donc à l'école, et donc avec la canne de mon grand-père, je me suis dit, mais en fait, nos biographies sont être des biographies mêlées. C'est comme ça que j'en suis venu, mais presque par défaut, en me disant, si je ne joue pas des textes de Molière, si je ne fais pas un montage de texte, il n'y a pas de monologue qui me convienne. Donc, il faut alors que je m'y coltine. Et puis surtout, il y a aussi la figure de Molière, qui est aussi un acteur au départ, qui en est venu à dire ses propres mots. Donc je me suis dit, je peux en parler à l'endroit d'où je suis, c'est-à-dire comme un acteur. Et donc, en disant, qu'est-ce qui me touche dans ce qu'il a écrit, qu'est-ce qui résonne en moi, et c'est ça que je vais essayer de... C'est une sorte de marabout bout de ficelle de Molière et vous, ou de sa biographie et de la vôtre, vous tissez quelque chose, vous imbriquez les choses. Puis il y a toi dans la maison de Molière aussi. Voilà. Oui, et puis il y a aussi cette chose qui faisait que, au moment où Eric m'appelle, je suis chez mes parents et je vois chaque jour la mémoire de mon père s'effondrer, mais comme des pans de falaise qui tombent dans la mer, qui s'engloutissent à jamais. Et je vois la disparition de mon père à vue, vraiment la mort avant l'heure. Et en même temps, je travaille la journée sur cette question de la mémoire. Et je me dis, mais raison de plus pour l'écrire. C'était comme une réparation de l'écrire. Je me suis pas dit, ah ouais, je vais écrire un texte sur Molière. Je me suis dit, là, il faut écrire. Parce que en face de cette disparition, c'est un texte qui va parler aussi de la disparition. C'est un texte qui va parler de la perte. Et comment on fait avec la perte, avec la mort, pour continuer, non seulement à vivre, mais à créer et à faire, si possible, un peu de beauté pour soi et surtout pour les autres. Puisque ça n'a d'intérêt, moi quand je parle à Molière, j'ai pris moi un interlocuteur, je m'adresse à Molière, je le tutoie, comment tutoie un grand-père, mais si je lui parle, c'est évidemment pour parler à tout le monde. Oui. C'est pas non plus, je veux dire, c'est pas une analyse. Je viens pas là pour parler de mes soucis. Je viens pour que ça parle à tous. Et c'est ça qui me touche dans le travail. Donc c'est aussi une matière de son, une matière de sens, et de mémoire. Et de nécessité. Enfin, c'est la question de la nécessité. On en revient à ça. Quand tu dis, moi, le texte m'a parlé, il m'a paru nécessaire. Moi, à un moment, ça m'a paru indispensable de l'écrire, mais presque avec un burin sur une pierre, pour que quelque chose reste. Je le dédie à mon père. Aujourd'hui, c'est vrai que ça devient un livre. D'une brochure, ça devient un livre. Et je me dis, bon, voilà, c'est... Mais pour ceux qui n'ont pas écrit, si tu veux, comme Françoise et moi, je pense qu'il y a aussi une écriture en palimpseste, je veux dire, quasiment. Je pense que quand on connaît le parcours de Françoise et son travail et ses choix, je pense qu'il y a une profonde cohérence et il y a une écriture derrière le texte d'Annie Ernaux. Il y a quelque chose de Françoise. C'est ce que Denis Podalides a très bien senti. Voilà. Et je pense que derrière le texte de Paul Claudel aussi, il y a une espèce de portrait caché qui se singulise, comme vous le disiez tout à l'heure, comme ça, est une espèce de révélateur
de la personne, oui. Oui, Pas seulement de l'acteur, mais de la oui, personne. parce que là, en plus, en l'occurrence, ce sont des voix qui s'adressent. Alors, quand je pense à la messe là-bas, il s'adresse à Dieu, mais il s'adresse à lui-même aussi. Bien À sûr. cet homme de 50 ans, il se pose ses propres questions. D'une certaine façon, c'est la même chose, d'adresser à Jean-Baptiste, et puis à vous-même, et puis au public. On est dans une sorte comme ça de résonance. Et à un moment, il y a quelque chose c'est vrai, je pense, de très intime. Et je me posais la question de la pudeur, justement. Alors, est-ce que c'est quelque chose à quoi on pense? Est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on... On rit parce qu'on a eu une conversation juste avant, parce qu'il y a l'hommage à Noren juste après, où moi je suis quelqu'un qui a horreur de mettre mes propres émotions sur un plateau, si ce n'est au service de quelque chose. Et pour l'hommage, j'ai pas pu faire autrement. C'était moi, on n'était pas pour moi en représentation de quelque chose. On disait au revoir à quelqu'un, et cette émotion, elle nous submergeait comme, voilà, quand on dit au revoir à quelqu'un. Et là, finalement, on peut plus mettre une barrière, en fait. Et c'est très... Moi, je me sentais très... Il y avait quelque chose de l'ordre de l'impudique. Je m'en voulais de cette impudeur. Et en même temps, bah voilà, on pleure un enterrement, c'est pareil. Alors qu'au théâtre, il faut toujours savoir où est la limite de la pudeur. C'est-à-dire que c'est le spectateur qui doit faire le chemin, qui doit pleurer, mais c'est pas forcément vous. Ou en tout cas, voilà, c'est comment amener à ce que lui ressente une émotion qui peut lui libérer, alors que vous êtes, tu vois, comme Didier disait funambule, c'est nous, on est toujours sur ce fil où il faut jamais tomber d'un côté, voilà, où ce serait plus juste, où tout d'un coup... oui, il y aurait une forme d'impudeur. Ce qui n'empêche pas qu'on peut être impudique sur un plateau au service de quelque chose, d'un personnage. Bien sûr. Mais après, voilà, mais là, je parlais de votre intimité. Quand on sent dans le fait d'être seul, d'avoir choisi ces textes qui ne sont pas là par hasard, etc. Est-ce qu'il y a voilà, en effet, un fil plus ou moins acrobatique? Est-ce qu'il y a des remparts qu'on se fait un peu plus solides? Ou est-ce qu'au contraire... c'est aussi un moment entre guillemets, de vérité. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut... Oui, enfin, moi, chaque personnage, chaque auteur, chaque rencontre avec le public sur une scène est un moment de vérité. Je veux dire, mais disons qu'il est partagé sur une scène avec différentes choses, le projet, le décor, l'auteur, le metteur en scène, les partenaires, etc. Là, évidemment, il y a une réduction, il y a une focalisation, mais moi, j'ai toujours l'impression d'écrire un texte derrière les textes que j'interprète, parce que je ne sais pas jouer. Je ne sais pas jouer s'il n'y a pas un roman intérieur qui se développe à partir de la phrase d'un auteur. Vous êtes en fugue. Oui, voilà, oui, en contrepoint. Oui, absolument, je pense, parce que si je ne trouve pas la nécessité en moi de dire les choses, j'ai pas envie de les dire. Donc il y a forcément une inscription personnelle que je joue Géronte dans Les Fourberies de Scapin ou un aristocrate industriel dans les damnés. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'inscrit de façon biographique à l'insu de tout le monde, puisque personne, je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais pour raconter l'histoire. Mais pour trouver la manière de l'incarner, oui, pour trouver le moyen de transmettre le texte, de transmettre le projet. J'ai besoin de m'appuyer sur des choses personnelles, mais dont je ne parle jamais, dont je ne parle pas au metteur en scène, je ne parle pas aux partenaires, etc. C'est une histoire entre moi et moi. Vous avez ce même écho, cette même manière, j'imagine chacun à sa façon très personnelle. On parlait du temps avant d'entrer en scène qui est personnel à chacun tout à l'heure. On l'a de fait. Je crois que quand on interprète n'importe quel rôle, en effet, la question de la vérité, si on ne la trouve pas en soi, c'est difficile de la trouver comme ça, de la plaquer. Ça se voit que c'est pas vrai. Ça se voit qu'on est pris en flagrant délit de mensonge. En effet, on n'a pas envie de le faire. Mais la nécessité, pour moi, elle s'est créée avant, puisqu'elle s'est créée à l'écriture, à la nécessé d'écrire ce texte. C'est votre première publication. C'est ma première publication. Et puis, c'est pas rien de se lancer là-dedans. Enfin, heureusement, j'avais 9 mois, et puis c'était chaotique, c'était hyper angoissant. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire?
c'est hyper angoissant de devoir faire ça. C'est un sacré pas à passer. Mais de fait, j'ai écrit 8 heures de spectacle. Ah oui, j'ai écrit 8 heures de spectacle. Et puis à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui est nécessaire là-dedans? Qu'est-ce que tu veux absolument dire? Et on arrive à ça, qui est pour moi le fil rouge. Donc la nécessité, c'est vrai que pour moi, elle se trouve dans l'écriture, et après, à enlever, et après, même au plateau, se dire... alors là, c'est bizarre parce qu'on est plusieurs. C'est-à-dire, tu as l'auteur qui écrit un texte, et puis après, tu as l'acteur qui dit bah, « désolé, mais en fait, ça sonne pas ton truc ». Et je me retrouvais dans cette dualité à dire « en fait, ça sonne pas comme ça devrait ». C'est bien sur le papier, mais il faut que ça sonne en voix maintenant. Et en fait, le texte s'est modifié aussi dans cette espèce de dédoublement. Le texte parle de ça, demande ce que c'est que la vérité d'une existence. Oui, entre autres, oui. Entre autres, qu'est-ce que c'est que la vérité historique ou la vérité affective? Parce que quand on dit je suis Hamlet, ou quand on dit je suis en fait, c'est la même chose. Je suis un parapluie, moi qui ai joué un parapluie avec Christine Montalbetti, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on affirme une chose et on est aussi en face de personnes qui sont là pour y croire. Et c'est quand même la beauté du théâtre. C'est-à-dire que les gens qui viennent aussi ont envie d'y croire. Et c'est-à-dire, il y a une foi mutuelle. On a envie qu'ils y croient et on a envie d'y croire. Et c'est vrai que quand je dis c'est la vraie Cannes de mon grand-père, il y a des gens qui viennent me voir à la fin qui me disent mais c'est vraiment la vraie Cannes? Parce qu'on est sur un plateau. Donc oui, c'est vrai au moment où je le dis, mais c'est quoi la vérité au théâtre? Qu'est-ce que c'est que ça? Et parfois, je me rendais compte qu'une vérité historique, elle était moins vraie qu'une vérité affective, qu'une vérité ressentie. Ce que je cherchais, c'était une vérité qui porte, qui crée un flux d'énergie entre nous, en fait. Et pas un livre, pas une vérité savante. Voilà, c'était cette question-là de la vérité. Oui, et puis c'est une manière aussi de pouvoir, sans doute, épouser des destins que dans la vie on nous interdit ou on s'interdit. Et voilà, là aussi, il y a toute cette puissance du théâtre qui permet, pour ainsi dire, tout, parce qu'on a passé ce pacte à la fois avec soi-même, avec le public, de pouvoir tout oser. Mais on peut se permettre, moi je sais que je me permets des choses sur un plateau que je ne me permettrais pas dans la vie. Voilà, il y a des choses. Parce que le personnage vous protège? Oui, et puis parce qu'à cet endroit-là, j'ai l'impression que j'ai le droit. Alors que dans la vie, peut-être, voilà, des violences que je ne me permettrais pas, comme si je n'avais pas le droit, ou en tout cas que ça ne me constitue pas, ou que... Et là, je peux. Alors, il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant, c'est la manière de se vêtir pour ces symbolismes. Parce que est-ce qu'on a besoin d'un costume ou pas? Est-ce que c'est nécessaire pour incarner que d'avoir des vêtements qui ne sont pas les siens? Vous êtes pieds nus? Oui. Oui, je suis pieds nus. Mais je vais changer de costume. Par rapport à Oui, parce que je trouve que par exemple, j'avais pris un truc à moi parce qu'il n'y avait pas de sous, hein, donc j'avais pris un truc à moi que dans les ateliers ils avaient plus ou moins. Mais il se trouve que c'est un smoking croisé. Et en voyant la vidéo, je me sens enfermé dans une cage. J'ai envie d'ouvrir la veste. J'ai envie qu'on voit mon plexus. La respiration. La respiration, et en visionnant, je veux dire, je n'ai pas compris pourquoi j'étais enfermé dans cette veste croisée. Donc, je me suis dit, cette année, 2 ans et demi après, le Covid, on ouvre. C'est beau. On a changé d'époque. On ouvre aussi. Ouais. Et vous disiez, Françoise, vous ne pouvez pas faire théâtre dans vos vêtements? Non, mais comme c'est l'histoire de Annie Ernaux, je lui ai demandé si elle avait des photographies de l'époque où elle a vécu ça, et elle m'a donné une photographie où elle avait cette petite robe, et elle dit dans le texte qu'elle son gros pull vert, et donc j'ai travaillé avec Bernadette Villard qui est costumière,
Et elle m'a fait exactement elle a pris du tissu, elle m'a fait exactement la petite robe qu'elle avait dans les années 60 et ce gros pull vert qui a, oui, le vêtement pour moi a une importance parce que comme j'enlève certains éléments, notamment ce pull ou les chaussures, ça a aussi une importance. Et puis pour moi, c'était important, oui, de remettre dans un contexte d'époque. Voilà, on s'habillait comme ça dans les années 60, donc on se tient pas de la même manière quand on a une petite robe. Voilà, oui, donc il y a eu vraiment un travail qui a été fait avec Bernadette. Oui, ça avait son importance pour moi en tout cas. Et vous aussi, le costume, on en parle dans Molière Matériaux. On a des... Oui, on parle du costume, c'est vrai, mais le choix du costume, je suis aussi pieds nus, comme toi, sauf quand je vais dans la salle. Et je mets à ce moment-là mes chaussures. À l'époque, je mettais un masque. Je pense que je ne le mettrai plus aujourd'hui. Mais pour moi, comme j'avais vécu 9 mois avec Molière, à lire, à écrire, je me disais, en fait, c'est un mec qui parle tout seul quand même. C'est un mec qui s'adresse à l'esprit, mais parce que c'est vraiment le droit des esprits, le théâtre. On n'arrête pas de s'adresser à travers l'auteur aux esprits, aux gens disparus. Donc, c'est un mec qui parle tout seul. Parce qu'il est tout seul. Et il parle à Molière parce qu'il n'a personne d'autre à qui parler. Donc, je me disais, ça naît de la nuit, ça naît d'une solitude. Et moi, je ne me sens jamais plus seul que dans la nuit. Je ne sais pas, c'est peut-être très personnel. Donc, pour moi, ça naissait de la nuit, ça naissait d'une frêle bougie, parce que éteins-toi à courte flamme, ça, c'était un vieux reste de Shakespeare. Au départ, ça devait se faire avec une bougie. Et j'avais calculé, ça c'est bête, j'avais calculé que la bougie allait se consumer tout le long du spectacle et que la bougie s'éteindrait à la fin du spectacle. C'était jouable, c'était possible. Mais pour des raisons de sécurité, ça n'a pas été accepté. Mais donc c'était ça, c'était aussi dans cette fragilité de la flamme qui se consume et qui va à son bout. C'était le timing, comme à l'époque de Molière d'ailleurs. Les chandelles, du résultat, la durée des chandelles. Voilà, c'était la question de la vie aussi qui s'arrête là. Et voilà, tout suspend. C'est un spectacle qui naissait de la nuit dans mon idée et qui est retourné. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé cette petite veste de pyjama et les pieds nus. Et les pieds nus parce qu'aussi il y a un contact au sol, que je tenais à cette matérialité de sentir. Je comprends ce que tu dis par rapport à la veste. J'avais envie d'avoir le froid du sol sur mes pieds, sentir ça. Moi, les pieds nus, c'était en fait un désir de nudité, quelque part. Oui. Je ne savais pas où le mettre, je ne savais pas, bon, je ne pouvais pas jouer torse nu, je ne pouvais pas jouer les bras nus. Ça, avoir les pieds nus. Et puis, bon, c'est biblique, il y a quelque chose d'assez voilà, biblique. Il y avait aussi les pieds du Christ, quelque part. Mais cette idée de la nudité, de l'aveu est une nudité, est une mise à nu. Et donc, je voulais que dans le corps, ça se passe entre les mains et les pieds. Oui, mais c'est vrai qu'on doit partir, on n'a pas des budgets pour ces Symbilis. Donc souvent, on joue dans le décor d'un spectacle qui est en train de se jouer. Moi, je me souviens quand j'ai joué l'événement la première fois, c'était il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset. Oui. Je jouais dans ce décor. On s'adaptait aussi à des espaces. Oui. C'est intéressant aussi. Tout d'un coup, ils venaient de jouer et hop, moi, je me glissais juste après eux. Pour enchaîner, dans leur décor. Enfin, c'est aussi beau, ça, le seul en scène. Parce que finalement, vous pouvez partir avec rien. Vous pouvez exister sur un plateau où il n'y a pas besoin de grand-chose et même vous fondre dans ce qui existe déjà. Et ça, c'est assez beau, cette forme. C'est une chance de pouvoir faire ça. Oui, et moi, j'ai commencé le théâtre où on parlait du théâtre pauvre, hein, que ce soit un petit space de Peter Brook ou Grotowski ou choses comme ça. Et dans cette maison opulente du français, l'occasion de Symbilis de faire un aveu sur ce que peut être le théâtre pauvre. Et donc, j'ai construit l'espace comme ça en trouvant des vieux machins, des vieux cadres comme ça qui étaient posés dans la salle de répétition. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et le tabouret, il y avait 2 tabourets. Je dis, mais il ne pourrait pas y en avoir un 3e parce que, bon, la Trinité, je trouve que ça allait très bien. 3 paravents, 3 sièges qu'on peut mettre les uns sur les autres. C'était cette chose de mise à nu aussi allait aussi avec la pauvreté de
de la conception scénographique qui était une sorte de contraste quand même avec ces décors magnifiques dans lesquels on joue dans la grande salle de Richelieu. C'était une affirmation aussi. Oui, c'est vrai, il a raison. Didier, moi, par exemple, quand j'ai travaillé la première fois avec Denis, on s'est dit il y aura une chaise. Et puis dans la salle de répétition, il y avait plusieurs chaises et il me dit prends une chaise et je vais prendre cette chaise. Et au moment où je la prends, le dossier me reste dans la main. Donc la chaise était cassée. Et puis... La belle idée. Oui, on regarde, je dis c'est marrant, hein. Il me dit oui, t'as vu, on dirait un berceau. Et en fait, cette chaise, voilà, et c'est ma chaise. Et je ne pourrais pas jouer ce spectacle autre chose que sur cette chaise, mais c'est né d'un accident parce qu'il y avait rien et qu'on s'est dit bon, on va prendre une chaise. Et tout a tourné autour de cette chaise qui n'est jamais utilisée comme une chaise normale avec un appui. Et donc voilà, c'est né d'un accident parce qu'effectivement, on n'avait pas les moyens et que. Et c'est ça qui est beau. On laisse surgir aussi quelque chose dans les moyens qui sont les nôtres, qui sont réduits, et de là peut naître des choses merveilleuses. Et c'est ça le théâtre, c'est faire aussi avec des bouts de ficelle, c'est donner ce que tu disais si bien Pierre, l'illusion. Voilà. Là, on est vraiment face à trois mondes. Vous êtes venu avec vos vieux Larousse de théâtre, vos vieux classiques. Parce que c'était des supports de mémoire, mémoire, et puis ça crée aussi des mémoires pour les spectateurs. Et puis je tenais aussi à avoir mon portable, mais pas parce qu'en fait je voulais que le spectacle retrace aussi comment il s'était créé, comment il s'était inventé. Et en fait, j'avais travaillé la majeure partie du temps avec mon ordinateur en allant chercher des documents sur Internet. Et c'est vrai qu'on a une banque de données extraordinaire aujourd'hui. Ça, faut reconnaître que c'est une richesse extraordinaire. Donc, je voulais avoir mon ordinateur. Après, je me suis rendu compte que l'ordinateur fonctionnait pas tellement théâtralement. Ça m'embêtait plus qu'autre chose, donc je l'ai enlevé. Mais j'avais envie d'avoir mon barda. Oui. Parce que c'est à la fois cette pauvreté, mais c'est à la fois ce radeau de la Méduse, en effet. Corbery avait aussi son barda. Exactement, mon barda où j'étais un peu moins seul, parce que j'étais dans mon petit cocon. Et c'est vrai que le fauteuil, moi, j'ai trouvé un fauteuil rouge qui était devant la salle de répète. Et je me dis, mais ce fauteuil-là, et ils me disent au studio, mais on a exactement le même, qui est la réplique du spectateur, des fauteuils dans la salle. Je dis, mais c'est ça. C'est ça. Et c'est comme ça que ça s'est trouvé. Mais c'est fou quand on est dans ce cas-là, quand on travaille comme ça, dans cette pauvreté, dans cette solitude, parfois dans cette âpreté de la solitude, quand on est réactif. Oui, mais c'est comme les enfants aussi, quand ils décident de construire un décor, etc. Ils prennent un caillou, une vieille caisse, une lampe de poche, etc. Ils ont et la magie qu'on est ouvert aux accidents et peut-être moins que quand on est sur une grosse équipe. Tu vois ce que je veux dire? Où de toute façon, il y a beaucoup d'autres choses qui sont prises en compte par d'autres. Oui, alors que là, on est tout ouvert, quoi, à tout ce qui peut arriver. Et aux aguets, c'est ça. Du présent, tout ce qui peut nourrir. Vous ne vouliez pas un Molière solitaire, parce que c'était comme une sorte de faute. En fait, ça jurait avec la personnalité même de Molière. Vous avez réussi à faire ce Molière qui finalement est un peu dans tous ces objets. Et puis, il n'est pas tout seul. Il y a Molière, il y a vous, il y a Lagarce, il y a Musset. Oui, il y a aussi tous les personnages, tous les costumes qui sont aussi des... C'est un travail sur la mémoire. Toutes ces choses-là qui ont très émouvant. Dit que les costumes ont la mémoire des rôles parfois. Donc c'est aussi mon entrée au français, cette chose-là, de reprendre le costume d'un mort de Daniel Znick. Et c'est marrant parce qu'à Beauvais, j'ai rencontré un monsieur après la représentation qui m'a dit « Mais vous savez que Daniel Znick était de Beauvais et que j'ai joué avec lui à l'école les fourberies de Scapin. » Et il était en larmes, le monsieur. Mais c'était incroyable, comme tout d'un coup, le spectacle crée des petits. Là où cette dame qui m'a dit merci d'avoir posé les mots sur la maladie d'Alzheimer que je vis avec mon père, et je me suis senti un peu moins seul. Bon, bah voilà, je me dis, c'est chouette. Ça aide à vivre. C'est pas juste pour moi. Il y a quelque chose d'assez singulier, c'est le cas de le dire, c'est que ce sont des rôles que vous ne passez pas, a priori. Ouais, c'est vrai. Que vous ne passerez pas. Il n'y a pas de...
c'est vous, puis entre guillemets, le jour où vous les jouez plus. Ah, Oui, il n'y a pas Dans d'alternance. votre vie, dans on votre sait vie, jamais. Oui, on sait jamais. On n'est pas doublé sur ce rôle. Oui, C'est vrai, c'est vrai c'est qu'il y a rare. moins de chances pour qu'on les voit à un moment donné pris en charge par quelqu'un d'autre, ce qui peut arriver, surtout quand on reste longtemps. On a Je joué sais un jamais rôle vivre et puis encore, le c'est temps vrai que passe c'est- et puis on voit que c'est quelqu'un d'autre va le jouer parce qu'il a plus l'âge et que vous êtes passé à autre chose. Mais c'est vrai que peut-être les Singulis, c'est plus intime. Enfin, moi, je me verrais pas rejouer le Singulis de quelqu'un d'autre. Enfin, Ouais. oui, il y a une telle intimité. Ouais, Alors c'est vrai, ça peut-être que appartient. oui, Oui, c'est effectivement. C'est aussi singulier à cet endroit-là, je crois. Moi, je sais pas, j'espère que ça peut donner des idées, justement, de replonger dans des choses qui... Oui, mais des Non, idées. moi, ça me dérangerait pas que... Des idées de reprendre un texte, Oui. peut-être pas ta mise en scène. Pas- tu vois pas ce que je veux ton- dire Ah oui, Pas de mais- reprendre tes places. Peut-être rejouer Oui, Claudel, tu vois ce c'est que je ça veux dire. à laquelle Oui, tu c'est ça. monter un Claudel ou... Ouais. ouais. Oui. Enfin, oui, c'est parce que quand on réentend un auteur, un poète, on Ouais, entend voilà, Claudel, c'est on ça, se dit mais ça c'est tellement redéclenche beau. des- Bien sûr. Cette ça passe envie des de- échos, Bien etc. sûr. Mais évidemment, mes 3 tabourets et les 3 machins, aucune importance. Oui, mais c'est ça qui est très beau aussi dans la messe là-bas. C'est cette idée qu'il y a une sorte de rituel comme ça, là, quelque chose de très simple dans le dispositif et en même temps un grand désordre intérieur. Ah oui, ça, c'est terrible. Oui. J'adore. J'adore cette opposition, justement, entre ce désordre intérieur, enfin, qui passe beaucoup aussi par Rimbaud, enfin, Oui, parce qu'il convoque la figure de Rimbaud. ou la figure de Rimbaud à sa manière et en l'arrangeant de façon arrangeable pour lui. Mais moi, ça m'amuse beaucoup. Cette manipulation, ou aussi la façon dont il parle de la transsubstantation, par exemple, c'est-à-dire le sérieux avec lequel il pense que quand il prend l'hostie, Oui, il y a une sorte d'humour. il croit vraiment que, Oui, que Jésus est là. Je veux dire, Oui. moi, ça me fait Oui, rire. c'est ça. Je veux dire, parce que je n'y crois pas. Mais enfin, la théorie de la transsubstantation était encore en cours dans la religion catholique au tournant du 19e et du 20e siècle. Je veux dire, c'était donc il est aussi le reflet de son époque. temps. Mais cette espèce de quasi-cannibalisme comme ça, de spirituel, moi je le trouve très drôlatique et en plus, ça sent son petit arrangement. Il y a la façon dont il s'arrange avec les choses, je dirais. Et ça, je trouve ça très touchant aussi. Très humain, en fait. Très humain, je dirais, humain, trop humain, je veux dire, c'est bien sûr. Oui, il y a ce rapport quand même vraiment entre le poète, le prêtre, l'homme, tout Et ça l'amoureux qui- fou, et et l'amoureux blessé, et père de 5 enfants, et diplomate français. Je veux dire, c'est un vrai écartèlement, cet homme. Donc il avait besoin d'être tempéré par des choses un peu cadrées. Hein. Oui, alors dans les singulistes, parce que leur tourne, je voulais quand même dire aussi qu'il y a le seul en scène de Christian Gonon, La pensée, la poésie et le politique, Super. qui est la semaine juste prochaine. là, voilà, ça commence le 17 mai. Ouais. Ça, c'est un spectacle qui a été créé en 2020, qui donc ici est repris. Là aussi, un texte fort, pas choisi par hasard, avec voilà. Mais en parlant avec lui, on avait la même sensation Du temps qui a passé. du temps qui a passé et de la nécessité de retrouver autre oui, chose. de retrouver autre chose un peu différemment, tout en gardant évidemment la matrice du projet. C'est intéressant. Ouais, donc ça, c'est, voilà, ça commence. Je vais dire toutes les dates, hein, parce qu'attendez, sinon je fais pas bien les choses. Molière Matériaux, n'est-ce pas 24 mai, 11 juin. Et 7 juin, Oui. 25 juin, pour la messe là-bas. Oui. Et là, tout près de nous, dans un instant, parce que c'est à 20h30, à la fois sur Facebook, sur YouTube et sur le site de la Comédie Française, une soirée Lars Norén. Et là, vous êtes tous les 3 réunis. Enfin, il y a tout d'abord la diffusion de Poussière, qui est là, qui va être diffusée qu'une seule fois. Donc là, il faut être là à 20h30 ou plus. Et puis ensuite, il y aura Fragment Norén, sous la direction artistique d'Amélie
Wendling. Wendling, oui. Wendling, voilà. Une soirée importante, et vous l'évoquiez tout à l'heure. Une soirée avec beaucoup d'émotions, d'émotions. Dire au revoir, et en même temps, c'est pas adieu, parce que Lars Noren est dans ses œuvres, et ce qu'il laisse de ses écrits, et ce qu'il laisse de sa vision du théâtre, et qui ne mourra pas. Donc voilà, il est toujours là. Il sera a laissé en vous aussi. Vous qui avez travaillé avec lui. Oui. Est-ce que Poussière était donc mise en scène? Oui, et moi j'avais eu la chance d'être sur Pure aussi, et il avait d'autres projets qui voulaient notamment faire sa dernière mise en scène ici. Puis voilà, il est parti trop tôt. C'est comme ça, pendant le Covid, un peu sur la pointe des pieds. Donc c'était important, je pense, de faire cette soirée. Et Amélie Wendling, qui a été son assistante et sa traductrice, a vraiment fait un merveilleux travail de montage. Et puis en plus, le connaissant extrêmement bien, je pense que voilà, elle nous a permis de lui rendre un bel hommage. Oui, avec un paysage d'écriture, avec l'évolution d'écriture, avec les différentes expériences d'écriture. Des saisons, ouais. Il y a vraiment des saisons très différentes. Oui. Et puis de servir le poète. Le poète qui était Lars Noren, qui était un grand poète de l'humanité et un homme rare. On revient à cette poésie qui a commencé pour vous et qui finalement... Mais sans elle, il n'y a rien. Exactement. On est d'accord. Nous, sans les poètes, on n'est pas grand-chose. Bah oui, tout à fait. Et puis ces poètes, franchement, quoi de mieux pour accompagner la solitude aussi, la poésie. Ça n'est jamais loin. Un grand merci, à tous les trois. Merci évidemment à Vanessa Freinet, à Arthur, à Zélie, Arthur Lenoir, Zélie Dalmagne qui réalise cette émission chaque semaine. Et lundi prochain, vous avez rendez-vous avec Béline Dola pour un nouveau Quelle Comédie. Ce sera en direct comme d'habitude et à 19h.